Et c'est l'une des routes maritimes les plus empruntées du monde. Alors c'est vrai que la situation semble s'améliorer dans le canal de Suez, puisque le porte-container XXL Ever Given, échoué depuis mardi dernier, eh bien, a commencé à bouger un petit peu. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Vous êtes guilleret. Qu'est-ce qui vous rend guilleret? C'est voir un gros bateau qui vous fait plaisir? Aujourd'hui, on a un sujet logistique. On est rentré dans les détails de l'économie mondiale. D'habitude, on parle de grands thèmes, la fiscalité, la macroéconomie. Là, on va parler bateau. Mais plus que bateau, ça dit beaucoup de choses. De comment l'économie mondiale peut se gripper parce qu'on a un cargo XXL, encore une fois, de 400 mètres de long, qui se met en travers d'un canal dont on connaît le nom, mais dont on ne savait pas que 10% du commerce mondial y transitait. Et donc voilà, 400 navires qui sont bloqués sur la zone. A priori, d'ici 3 jours ou 3 jours et demi, ça devrait aller mieux et le trafic sera rétabli. Mais quel est l'impact? Est-ce qu'on peut mesurer, ou est-ce que c'est une question qui n'a pas lieu d'être, de se dire, voilà, est-ce que tout ça peut avoir, malgré tout, un impact sur l'économie mondiale? On a l'RMS qui nous dit 6 à 10 milliards de dollars, ça coûte chaque jour au commerce mondial. On se dit, est-ce que c'est substantiel ou est-ce que c'est un épiphénomène? Alors, c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire que c'est un épiphénomène qui pourrait très bien être absorbé très rapidement. Le chiffre, effectivement, il est qu'il transite par le canal de Suez à peu près 9 milliards de dollars de marchandises par jour. Ouais. Donc là, on imagine qu'effectivement, depuis 4-5 jours, il y a quasiment une semaine. Une petite semaine, puisque c'était jeudi. Mardi, ça commençait mardi. Mardi, oui, alors ça fait une semaine, effectivement, vous avez raison. Donc ça nous fait quelque chose comme 60 milliards de dollars qui sont bloqués en amont, à l'extérieur du canal, voilà, et qui vont manquer effectivement comme input ou comme produit consommé dans les endroits où ils étaient destinés. Alors, c'est beaucoup, en même temps, c'est pas beaucoup, parce que voilà, c'est juste un décalage qu'il pourrait y avoir dans la livraison de ces containers. S'ils sont arrêtés aujourd'hui, et s'ils n'ont pas fait le tour de l'Afrique, c'est parce qu'il faut 12 jours pour faire le tour de l'Afrique, et qu'en gros, pour le moment, tout le monde estime que dans quelques heures, dans quelques jours, tout ça sera résolu. Si vous voulez, en fait, ce que ça coûte véritablement, c'est ce que ça coûte à l'Égypte aujourd'hui, en termes de trafic non réalisé. Là, on est plutôt sur un chiffre qui est de l'ordre de 10 millions de dollars par jour. Donc l'impact, en gros, pour l'économie mondiale. Donc, si ça se résout rapidement, l'impact, semble être le cas. Bon, ce qui semble être le cas, et par ailleurs, il y a quand même des enjeux financiers assez importants. Et quand l'Égypte perd 10 millions de dollars par jour, ça justifie de demander à une équipe spécialisée des Pays-Bas de venir intervenir pour faire tout ce qu'il faut pour désembourber, désensabler ce cargo, le vider en partie, creuser avec des pelleteuses, le tirer avec des remorqueurs, etc. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de moyens qui vont être mis en place et on imagine bien qu'on va arriver à trouver une solution. Enfin, c'est quand même un problème relativement simple. Mais c'est comme un grain de sable, on se rend compte, qui vient gripper toute une mécanique de commerce, qui gêne aussi des secteurs, de la production, des usines, notamment dans l'automobile et même ailleurs. Donc oui, ça doit nous amener à quand même effectivement prendre conscience d'un certain nombre de choses. Pour moi, c'est ça le sujet aujourd'hui. Voilà, et je pense que c'est ça la leçon qu'il faut tirer de cette actualité, qui, enfin, encore une fois, risque d'être une anecdote dont on ne parlera plus dans quelques jours, mais c'est quand même d'abord intéressant de se rendre compte que il y a 12% du commerce mondial qui passe par ce canal, que si demain ce canal est fermé, pour une raison X ou Y, par exemple un conflit, et ça a été le cas, hein, je vous rappelle que le canal a été fermé plusieurs années. Oui. À l'époque, déjà, vous étiez bien grand. Vous vous en rappelez, David, on regardait ensemble la télé entre deux séquences de Goldorak. on regardait le canal de Suez. Et donc, il a été fermé pendant plusieurs années. Bon, quand il est fermé, ce qui se passe, c'est que ça allonge les temps de parcours. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de passer par l'ouest de l'Afrique, et redescendre et passer par le cap de Bonne-Espérance. Voilà, c'est la liaison qui est importante aujourd'hui, c'est Asie-Europe, Europe-Asie. Et donc, effectivement, ça... On voit l'accumulation quand même sur la photo à droite de tous les cargos, tous les porte-containers qui sont bloqués aujourd'hui. Porte-containers et aussi tous les pétroliers qui sont bloqués, parce qu'il y a une partie aussi de pétrole qui passe par ce canal. Donc voilà, ça nous montre que ce commerce international, il est quand même sensible et il passe par des endroits, il y a des espèces de goulets d'étranglement. Où tout se passe et où en fait on peut imaginer demain des scénarios où on arriverait à bloquer le commerce international de façon très forte. Alors là, on est sur des accidents qui sont
n'y a pas de volonté délibérée. Mais imaginons qu'on soit dans un conflit militaire dans le futur. La disruption du commerce international par bateau serait bien plus grande que celle-là, elle serait quasiment totale. Sachant que tout passe par, on aurait dû le dire dès le départ, mais tout passe par, encore une fois, tout type de marchandises, à la fois du pétrole, des vêtements, des meubles, des matériaux de construction, enfin voilà, il y a tout. Enfin... Voilà, sachant qu'en plus c'est aussi une autre démonstration de la formidable efficacité des moyens de transport aujourd'hui de marchandises. Ces bateaux qui contiennent, enfin celui-là il en contient 20 000 containers, avec derrière une logistique tout à fait impressionnante pour repérer et suivre chaque container, des coûts de transport qui sont relativement faibles. C'est quelques milliers de dollars pour transporter un container complet d'Asie en Europe, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est ça qui, en fait, est le réseau sanguin de la mondialisation aujourd'hui. C'est cette formidable baisse des coûts, mais en même temps qui induit des fragilités. Parce que si on avait des scénarios catastrophes dans lesquels tout s'arrêtait pendant plusieurs semaines, ben là, les problèmes d'approvisionnement seraient réels. Sans alternative. Là, aujourd'hui, on a des alternatives. Les bateaux pourront faire le tour de l'Afrique si jamais c'est resté bloqué. Oui, mais ça veut dire, je crois, 15 ou 20 jours de plus. Pour le voilà, mais on perdra 10 jours, ça va augmenter le coût de transport, mais en fait, c'est relativement peu. Et c'est quelque chose qui peut s'absorber assez facilement. Et on arrivera à se restructurer. Oui, par exemple, ça pose quand même des petits problèmes, hein, des problèmes de capacité. On manque aujourd'hui de containers. Oui. Or là, tous ces containers qui sont arrêtés dans le golfe de Suez, bah, c'est des containers qui sont pleins ou vides, mais qui ne peuvent pas être amenés dans les ports pour être à nouveau remplis. Donc ça veut dire une flambée du fret maritime. Et donc oui, il va y avoir une augmentation du coût de transport pendant quelques temps, parce qu'il y a une sous-capacité brutalement qui est liée à cette... Ça, c'est un impact pour le coup. Voilà, et ça va avoir un impact. Alors, c'est des impacts qui sont relativement marginaux. Nous, en tant que consommateurs final, voilà, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite, mais vous voyez, enfin, vous avez parlé de l'automobile et de la pénurie de composants électroniques. Ça va y participer, parce que dans ces containers, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces containers, mais on imagine que dans les containers de l'Evergreen ou de tous les autres bateaux qui sont stockés dans la mer Rouge, bah, ça va effectivement se traduire par des pénuries localisées, donc des hausses de prix pour pouvoir réallouer. D'autant que pénurie, parce qu'il y a aussi beaucoup de fournisseurs, il faut l'expliquer, qui gèrent beaucoup de boîtes qui gèrent leur approvisionnement en flux tendu, et donc ils stockent peu. Et donc, voilà, et donc ça amplifie ce risque de pénurie d'avoir des cargos qui sont bloqués. Voilà, sachant qu'il y a quand même une réalité qui est un peu double, c'est-à-dire que pourquoi les entreprises stockent peu? Elles stockent peu parce que le commerce, la logistique du commerce est extrêmement efficace, et donc quand vous commandez, ben, vous savez à quelle échéance vous allez être livré. Et puis aussi parce qu'il y a quand même plusieurs routes possibles. Donc voilà, il y a plusieurs sources d'approvisionnement. C'est ça aussi qui donne la sécurité aux entreprises et qui leur permet de stocker peu. Alors, quand brusquement il y a une de ces routes qui est fermée et qu'il y a plein de bateaux qui sont stockés quelque part, bah, les prix vont augmenter, parce que si vous êtes pressé pour acquérir vos composants électroniques, par exemple, bah, il va falloir payer un peu plus que les autres. À un coût. Voilà, donc ça va vous coûter, mais en même temps, si vous êtes prêt à mettre le prix, vous obtiendrez vos composants. Voilà, donc après ça va être une décision. Mais pour les entreprises, ça veut dire justement contraindre à s'approvisionner, à diversifier ses sources d'approvisionnement. Et ça nous renvoie aussi à ce qui s'est passé au début de la crise pandémique. Et puis, surtout diversifier, ça nous renvoie en fait à ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une crise financière. On diversifie dans certains types de scénarios. Mais on peut avoir des scénarios systémiques dans lesquels il y a une série de catastrophes qui s'enchaînent, elles sont reliées entre elles. Et à ce moment-là, la diversification que vous avez mise en place, et qui peut fonctionner dans des cas comme ça, peut s'effondrer parce que il y a trop de canaux bouchés, il est trop bouché, il n'y a pas de voie alternative, il n'y a plus de containers qui circulent et on ne va pas reconstruire des containers rapidement pour pouvoir s'y substituer. Donc voilà, il y a des fragilités dans tout ça qui font qu'il y a une très grosse incitation à débloquer ce canal, hein, parce que évidemment, voilà, le coût marginal du déblocage, il est infinitésimal à côté de ce que ça coûte en matière de rupture de la chaîne logistique. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être résolu très rapidement. Donc l'enseignement de cet incident, ce n'est pas vraiment l'impact sur la croissance et sur les échanges, c'est surtout le signe de la fragilité, encore une fois. De l'interconnexion, de la fragilité et de la possibilité de construire des scénarios catastrophes dans lesquels ça pourrait se passer vraiment très 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 mal. Vous voyez, si on ferme le canal de Suez pour plusieurs années, si on coule des bateaux qui circulent,
Bah oui, l'économie mondiale va être en situation problématique. Bon, je laisse à votre chameau qui était juste derrière vous. Oui, c'est un joli animal qui regarde tout ça avec beaucoup de sagesse. Pas confondre avec le dromadaire. On a beaucoup parlé de la possibilité de la rupture des chaînes de production aussi au moment où la Chine était entrée en lockdown strict, en confinement strict au début de l'année. Et en fait, cette pénurie d'approvisionnement n'a pas vraiment produit d'effet. Donc on n'est pas... Enfin, ça montre quand même aussi la résilience de ces systèmes. Donc ces systèmes peuvent faire peur parce qu'ils sont complexes. Et on sait que des systèmes complexes, ça peut s'arrêter d'un coup, d'un seul, avec un grain de sable, ce genre de grain de sable. Maintenant, voilà, ils sont aussi complexes, ça veut dire qu'il y a des redondances dedans, il y a des possibilités d'emprunter d'autres chemins dans son fonctionnement. Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt la partie résilience qui l'a emporté sur la partie redondance. Jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Maintenant, il faut se préparer. Merci. Explication. Comme disait Sarah Connor. Oui. Toujours être prêt. Explication, décryptage signé Xavier Timbaud, donc économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.